irait dire a étudié, Molière dirait à Rome, que le Sud demande au président Paul Biya d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Cette conclusion est du reste conforme à l'article 27, alinéa 3 des statuts du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans tous les exécutifs régionaux, municipaux, ainsi de suite. C'est aussi l'idée cardinale qui se dégage de toutes les interventions de ce jour, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit le patron du conseil régional, que ce soit la ministre, et que ce soit tous ces youyous qui émanent par-ci, par-là, que ce soit les chefs que je vois et qui opinent du bonnet. Oui, il est notre candidat. Alors ceux qui ont peur, je dis bien que si ceux qui ont peur restent dans leur torpeur. Mais nous, comme dirait Victor Hugo dans Hernani, nous sommes une force qui va vers la victoire, qui va vers le succès, qui va vers l'assomption de la vision politique du président Paul Biya. Ladies and gentlemen, thank you for your kind attention, and may God bless all of us. Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette page YouTube. Je vous conseille d'ailleurs de vous y abonner, de liker, de commenter et de partager. Aujourd'hui, nous sommes toujours en sciences politiques et on est encore au premier chapitre. Qu'est-ce que la science politique? Dans la leçon précédente, on a parlé de l'objet de la science politique et la problématique du cours était assez simple. Quel est l'objet de la science politique? Autrement dit, la science politique est l'étude de quoi exactement? On a donc utilisé un raisonnement dialectique au sens philosophique du terme, c'est-à-dire une thèse tout d'abord, ensuite une antithèse et enfin une synthèse. Dans la thèse, en effet, on a estimé que ceux qui pensent de la science politique comme science du pouvoir ont raison. En effet, on n'entend pas science politique ou politologie, l'étude du pouvoir, quel qu'il soit. Mais dans l'antithèse, on a aussi donné raison à ceux qui considèrent la science politique comme étant plutôt la science de l'État. C'est-à-dire qu'on étudie l'État dans ses rapports avec les administrés. Administration, administré, service public, usager. Tels sont les thèmes du droit public. Et c'est d'où le rapport entre la science politique et le droit public. Dans la synthèse, on a montré que la science politique est la science du pouvoir dans l'État, c'est-à-dire au sein même de l'appareil étatique. Aujourd'hui, nous avons une leçon d'application qui permet donc d'emboîter le pas sur les leçons qui arrivent. Il s'agit d'étudier le cas du Cameroun. Et la situation d'analyse est simple. Et si le président Biya n'était pas candidat aux élections présidentielles de 2025 qui arrivent? Alors, l'objectif pédagogique de cette leçon, c'est d'expliquer le Cameroun selon l'objet, les méthodes et les finalités de la science politique. Il est d'un principe connu par tous que si on t'explique le Cameroun, soit tu n'as pas bien compris, soit on ne t'a pas bien expliqué. Mais la science politique peut expliquer le Cameroun, et je vais le démontrer dans cette leçon, pas à pas,
on va décortiquer ce pays selon les données scientifiques de la science politique. Même si la science politique, dans son concept, a un problème de légitimité à cause des difficultés d'objectivité de la science politique. Et on distingue deux types de difficultés d'objectivité de la science politique. Les difficultés liées à l'objet d'étude même, par exemple au Cameroun, ce sont les difficultés objectives, nous les verrons tout à l'heure, et les difficultés liées au chercheur lui-même, c'est-à-dire les difficultés subjectives. On verra comment déjouer ces obstacles afin d'aboutir à une explication objective du Cameroun à travers cette situation clinique. Bien. Dans une introduction, on va situer le sujet dans son contexte. Dans la thèse, on va parler de la théorie cantoïste du gré à gré, le franquisme. Dans l'antithèse, on va se placer dans le prisme sénégalais, où l'opposition prend les choses en main, en ayant une étude comparative avec la France aussi. Dans la synthèse, on va parler de la technique de l'ancien président Amadou Ahidjo, ce qui va nous permettre, dans une conclusion, de proposer un gouvernement sérieux pour le Cameroun. Et cela, justement, l'une des finalités de la science politique ou politologie. En effet, la finalité est double. Il y a des politologues qui expliquent les phénomènes politiques et se limitent à les interpréter. C'est la science politique neutre, c'est la politologie neutre. Mais il y a des politologues qui, au-delà de l'explication des phénomènes politiques, proposent des théories qui peuvent permettre d'améliorer les rapports entre les pouvoirs. Il s'agit donc d'une politologie participative. On peut citer au Cameroun des politologues qui, en expliquant le phénomène politique, proposent des théories d'explication. C'est le cas du professeur Mathias Ouadagini qui parle de la théorie du chaos lent et du chaos rapide. Il y a aussi le professeur Messanga Nyandine qui parle du coup d'état scientifique. Voilà des concepts de néologisme qui permettent d'expliquer l'aspect politique dans le structuralisme camerounais. Et c'est d'ailleurs une des méthodes de la science politique que nous verrons dans cette vidéo. Le structuralisme, sans compter le behaviorisme. Alors, à l'introduction, on va situer le sujet. Depuis un certain temps, des pontes du régime font des appels à candidature de leur champion éternel, le président Biya. Alors et pourtant que les statuts font de lui automatiquement le candidat, le président national du parti EDPC et candidat d'office. Mais à l'analyse rigoureuse de certaines dispositions textuelles de ce parti, il se pourrait que le congrès de 2016, qui dure 5 ans, n'ait pas été renouvelé en 2021. C'est pourquoi vous allez voir sur YouTube une vidéo qui fait état de ce que juridiquement le RDPC ne pourrait pas investir le candidat Biya. Mais bon, nous allons voir tout à l'heure pourquoi dans un tel système, les lois sont plutôt des loisirs et que les loisirs sont supérieurs aux lois. Bien. Entrons donc dans la problématisation de ce sujet. Et si le président Biya n'était pas candidat? Autrement dit, s'il fallait que le Cameroun soit géré par quelqu'un d'autre, de qui peut bien-il s'agir? Alors, il y a 3 hypothèses qui s'offrent à l'analyste politique. La première est celle de la théorie cantoïste du gré à gré, c'est-à-dire le franquisme. Pour expliquer le Cameroun, ce n'est pas difficile. On va schématiser le cours en montrant que la science politique a eu raison d'être prise au départ comme étant la science du pouvoir. Et le pouvoir est comme le feu. Si tu t'approches trop du feu, il te brûle. Si tu t'éloignes trop du feu, tu as froid. Comment comprendre le Cameroun? Le Cameroun, dans la logique politologique du pouvoir, est beaucoup plus une église qu'un État. Je dirais même que c'est le schéma classique de l'église catholique. Les Camerounais ont la chance que dans leur église, Dieu est là. Alors, Dieu, il y a, dans la synthèse, nous verrons qu'il y a eu un Dieu dans l'Ancien Testament, qui était le président Ahidjo,
Mais le Dieu du Nouveau Testament est là, c'est le président Biya, Paul. Maintenant, dans cette hiérarchie, il y a le Seigneur Jésus qui est Franck, dont les Camerounais ont la chance d'avoir le Seigneur Jésus avec eux. Bien. Et comme il y a la Sainte Trinité, le Saint-Esprit est là, qui est donc le directeur du cabinet civil. Ça veut dire que le SGPR, en réalité, c'est le pape, c'est-à-dire le tout-puissant pape représentant de Dieu sur terre, le souverain pontife. Voilà pourquoi dans l'image que je vous propose, vous voyez deux béliers en bas de Dieu et son fils qui tient le bâton de trône. Bon, Maman Marie, Chantal est quelque part là. Voilà donc le système divin. Pour comprendre le Cameroun, c'est que Dieu est là. Il y a le Seigneur Jésus qui représente parfois Dieu. Et le Saint-Esprit est proche. Si vous regardez bien les comportements des personnalités politiques citées, vous allez voir qu'il y a une certaine intimité entre le DCC et le Seigneur Jésus du Cameroun. Mais il n'y a pas forcément une entente ici. Parce que le pape peut, dans ses instructions, donner des commandements qui peut-être ne viennent pas de Dieu, d'où les hautes instructions. Donc, pour comprendre le Cameroun, il faut imaginer les rapports entre le Vatican et la divinité. C'est très facile de comprendre le Cameroun avec ce schéma. Et les ministres sont donc les différents anges qui sont censés faire le travail. Et comme c'est l'Église, les anges ont un problème de responsabilité. Au lieu de penser par eux-mêmes, ils sont presque toujours dans une logique de sous haute instruction, pour remonter la responsabilité vers le haut, au lieu de prendre des initiatives personnelles, au lieu de penser par eux-mêmes. Voilà pourquoi il y a une démarcation entre l'esprit philosophique et l'esprit religieux. La religion est dogmatique, la philosophie est critique. Dans la philosophie, on pense par soi-même. Or, comme c'est plutôt l'Église ou bien un système dogmatique, disons mieux la monarchie constitutionnelle, il est normal, il n'est pas surprenant en tout cas en sciences politiques de constater que des ministres et même des ministrants refusent de penser par eux-mêmes. Ils pensent toujours par le haut, parfois même quand le haut n'a rien dit. Mais ils utilisent le nom du haut pour pouvoir essayer de justifier des comportements qui ne satisfassent pas toujours le peuple. D'où les détournements, d'où les scandales, mais qui imputent au budget de l'État et qui font parfois souffrir le peuple. Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Ici, c'est le lit d'hospitalisation de la femme mise à l'observation. On dirait une scène aménagée en vue du tournage d'un film d'horreur. Que non, nous sommes dans le lugubre décor du centre de santé intégré de Minimum, un des plus grands villages de l'arrondissement de Buomboulou, dans la région du Sud. Ici, c'est le lit du bébé, il n'y a plus le matelas. Ici, au centre de santé de Minimum, on a beaucoup de difficultés. En commençant par le problème d'eau. Les toilettes, on n'en a pas. La cuisine préparée, on n'en a pas. On se lave dehors, dans la nuit, parce que dans la journée, tu ne peux pas te laver. Il y a les malades, mais le centre de santé n'a pas de médicaments. La structure sanitaire est logée dans une vieille bâtisse. On dirait une maison abandonnée. C'est un don des riverains qui a pris de l'âge, mais que l'État est incapable de rénover et d'équiper, à défaut de construire un centre de santé intégré, digne de ce nom. Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Beaucoup se fait mon accouchement. Je voulais au moins qu'un enfant reste en vie. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital central de Yaoundé, dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 mai,
Anne-Christine Tsama est loin d'imaginer que son rêve d'enfanter va se transformer en cauchemar. Au bout de moult péripéties, elle va pourtant mettre au monde 4 bébés, dont 2 de sexe féminin et 2 autres de sexe masculin. Sauf qu'entre 1h et 17h, le lundi 11 mai, elle va perdre tout le fruit de ses entrailles. J'ai commencé à accoucher. J'ai accouché d'abord de 2 premières filles. Après, le docteur est venu m'examiner. Il a constaté qu'il y avait encore 2 enfants. Il m'a fait encore accoucher de 2 autres enfants. C'était les garçons. On a appelé une dame qui m'avait accompagnée ici, là, que les couvreuses, il n'y avait pas de couvreuse, mais les enfants étaient quand même sur oxygène. Ne disposant que de 4 couveuses, toutes occupées, l'hôpital central va s'adresser aux hôpitaux partenaires. Il était question que nous trouvions des places dans un service de néonatologie en mesure de prendre en charge les prématurés de cette ordre de poids-là. Malheureusement, toute équipe n'a pas pu avoir de place à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, à l'hôpital OCHU, en commun à la Fondation Chantal Biya. 4 places de couveuses ont été trouvées dans un service de néonatologie de la place, mais qui exigeait une caution pour une admission. Faute de moyens pour payer la caution de 100 000 exigée, la famille se retrouve dos au mur et les bébés qui étaient sous oxygène à l'hôpital central, dans l'attente de leur transfèrement, vont décéder l'un après l'autre, laissant leur génitrice sans voix. Je me sens mal parce que sur 4 enfants, je n'ai même pas eu même un seul survivant. Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des 10 régions, je dis bien 10 régions, c'est pas que Yaoundé, c'est pas que Douala, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris. C'est le même plateau technique que vous aurez au Canada, vous aurez aux États-Unis. Voilà donc pourquoi il y a une théorie, c'est selon laquelle ce n'est pas la personne du chef de l'État qui dérange, mais l'entourage qui est autour de lui. L'entourage qui l'a nommé, l'entourage à qui il a fait confiance. Et il semble qu'il a travaillé avec des gens qui l'ont déçu. Alors que quand il était Premier ministre de 1975 à 82, il était vraiment au service à la fois de la nation et du chef de l'État, et il y avait une cohérence d'action. Mais lui-même qui vient de l'ancien régime, ou bien du début de ce régime, puisqu'il s'agit en fait du même régime, il n'a peut-être pas cette chance-là de travailler avec des personnes qui sont en train de le comprendre dans sa logique. D'où la théorie du franquisme, celle selon laquelle son fils peut impulser une nouvelle dynamique dans la continuité. Et c'est là la nuance entre le changement dans la continuité et la continuité dans le changement. Le changement dans la continuité veut dire qu'on change seulement la personne qui est à la tête de l'État, c'est-à-dire de Paul à Franck. C'est pas très différent. Mais on continue quand même à gérer le pays comme il est. Alors que la continuité dans le changement veut dire qu'on continue à garder les mêmes personnes, mais on change la configuration du pays. On va le comprendre dans la conclusion. Alors, ça veut dire que le franquisme est une forme de biaïsme. Parce que le franquisme en lui-même voudrait que ce soit Franck Biya qui continue à diriger en remplacement de son père dans une dynamique de Jésus et Dieu renvoient à la même personne, à la même réalité, à la même puissance en fait. Donc c'est très facile de le comprendre. Et vous allez donc voir pourquoi il y a des 6 novembre où le chef de l'État est censé arriver à un endroit précis, mais il ne vient pas. C'est plutôt son fils qui le remplace. Je vous laisse donc voir par exemple l'arrivée de Franck Biya au Grand Nord, chez le Lamido. Écoutez et regardez.
Bien, cette sortie a été marquante, frappante, peut-être pas autant que celle de l'arrivée de Franck Biya chez le sultan Bamo. Écoutez et regardez. Bien, on a tous vu l'euphorie, on a tous vu l'arrivée, on a l'impression de ressentir l'onction. Ce qui commence à inquiéter, c'est l'arrivée du président Macron au Cameroun. On voit bien le président Biya présenter son fils. On se rappelle alors de l'histoire de Jésus de Nazareth, où il a accompagné des 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques, où il y a le phénomène de la transfiguration. Moïse et Élie apparaissent, et Dieu lui-même présente Jésus comme son fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà. Cette thèse du franquisme a un problème cependant. Le cas franc ne fait pas chorus au sein de l'appareil étatique et ne fait pas l'unanimité. Au sein même du clan des gouvernants, il y a une division en 2 camps. Il y a parmi les ministres de la République les franquistes, c'est-à-dire ceux qui soutiendraient cette logique-là, et d'autres qui sont contre. Peut-être c'est pour ça que le chef de l'État lui-même n'a jamais pris l'initiative de faire présenter officiellement Franck comme étant son dauphin. Peut-être c'est pour ça qu'il a du recul, lui-même sentant qu'au sein de ses anges, de ses créatures, il n'y a pas l'unanimité. En tout cas, ça fragilise cette thèse du Gréal. Peut-être aussi, selon certains analystes comme Niamsi, le président Biya ne voudrait pas que ce qui lui est arrivé entre 82 et le coup d'État du 6 avril 84 arrive aussi à son fils. Il ressent que son fils n'est pas aimé par ses créatures, ses anges, et qu'en l'imposant, ça peut créer une situation de crise. Bon, peut-être c'est la raison pour laquelle il se réserve. Et il a toujours montré, manifesté et même affirmé que le Cameroun n'est pas une dynastie. Donc, il n'est pas question qu'on parle de transmission du pouvoir par succession au Cameroun. On ne va pas quand même mettre le Cameroun au même pied d'égalité que le Gabon, où le président Bongo a été ministre, je crois, de la Défense et des Finances, où actuellement en Guinée équatoriale, le fils du président serait vice-président, où au Togo, il y aurait déjà un rapprochement préalable entre le fils du président Gnassingbé, ou au Tchad. Bref, le cas du Cameroun semble un peu être atypique. De toutes les façons, cette thèse est fragilisée parce qu'au sein de l'appareil étatique, il n'y a pas d'unanimité. Il semble même que ce ne soit pas les franquistes qui vont nous présenter Franck, mais plutôt le RDPC lui-même, car à la dernière sortie à Nantes, Franck lui-même prend la parole et signale qu'il ne faut pas qu'on brouille le message, que c'est le père qui est candidat. Donc apparemment, les ministres qui font des efforts pour faire l'appel à la candidature n'auraient pas écouté Franck, qui est pourtant la parole de Dieu. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait des accidents en Bakolo, des boulements, et Jésus vient à la place de Dieu le représenter son père. C'est normal, selon la logique catholique en tout cas. On comprend donc pourquoi chez Aïdjo,
il n'y avait pas de différence entre le SGPR et le DCC. Le président Biya jouait ce rôle. Parce que chez les musulmans, il n'y a pas la Sainte Trinité. Donc, c'est très facile à comprendre. Alors, dans une transition, on va montrer que le franquisme s'oppose donc, ou bien fait face à ce conflit entre deux clans, le clan du Sud et le clan du Centre, qui seraient en opposition. Peut-être que la solution serait, et c'est ça l'antithèse, que le Cameroun soit dirigé par l'opposition. Alors, l'opposition actuellement serait très mal organisée, fragilisée par des cas préalables comme le G20, qu'on a appelé G1, et aussi par un manque d'impact sur les populations. L'opposition aurait gagné à avoir des médias, à avoir des écoles, car ce sont les deux éléments fondamentaux qui captivent et influencent sur les comportements des citoyens. Il y a des fois un déficit d'éducation politique des citoyens au Cameroun que le candidat Kamto a pu relever à travers son contentieux constitutionnel. Il y a même des benséquineurs qui ont garé des motos au Cameroun en pleine route pour écouter le contentieux constitutionnel après les élections de 2019. On dit alors que Kamto est un héros parce qu'il a créé des émotions, il a ému le peuple à travers ce contentieux. Et la célèbre phrase irrecevable du président Clément Tangana, qui ces derniers temps est accusé de partialité, et on attend impatiemment le procès. Bref, l'opposition semble quand même se réveiller, quand même être féroce ces derniers temps, mais on lui reproche pendant tout ce temps de ne pas avoir été à la tâche. Pour moi, l'opposant qui me semble le plus pertinent, le plus intelligent, est plutôt Cabral Libye, qui a pu s'insérer avec beaucoup de magnanimité au sein de l'appareil étatique au point d'être député. On peut ajourner d'une semaine, de 10 jours, pour aménager d'autres choses qui doivent avoir lieu entre-temps. Mais, Monsieur le Président, s'il vous plaît, je vous le demande à genoux. Parce que si on franchit cette barre, je crois que ce sera irrémédiable. C'est récent, le débat d'orientation budgétaire. C'est récent, ça vient des textes CEMAT. On s'est tous félicités de ce que l'an dernier, de bonnes habitudes s'installaient. Parce que ce débat donnait lieu quand même à des moments de discussion qui nous permettaient tout au moins de comprendre ce qui devait être fait en décembre. Mais à peine on a commencé, que déjà ça se délite, ça se détruit, on retropédale. Non. Et surtout là-dedans, il y a quand même un cadrage de 3 ans, 2023-2025. Et le même article 11 dit que une fois que nous avons adopté toutes les lois de finances des 3 prochaines années devront être conformes à ce qu'on aura décidé aujourd'hui. On ne pourra plus rien changer. C'est la loi qui le dit. Parce que c'est 2023-2025. Avec des augmentations de certaines denrées de première nécessité, comme l'a évoqué l'honorable Joshua. Avec les filets sociaux et d'autres choses. D'ailleurs, tout ce que je dis même là, c'est un coup d'œil qu'on a jeté comme ça pour les voir. Non, Monsieur le Président, nous vous supplions, ne laissons pas faire cela. Merci infiniment. Il a même empêché au Premier ministre de parler à l'Assemblée nationale. Un comportement qui va à son actif. Il est en train d'appeler même à une certaine coalition de l'opposition, malgré les 2 alliances APC et ATP qui s'opposent actuellement. D'ailleurs, Cabral Libye me fait penser à une députée française que je vous prie d'écouter et de regarder. Pour la première fois de l'histoire, des invertébrés politiques sont au pouvoir. Madame la Présidente, nos pensées se tournent d'abord vers nos compatriotes réunionnais et voisins mauriciens frappés par un cyclone. Nous leur adressons notre entière solidarité. Monsieur le Premier ministre, ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Artisan du malheur des Français depuis bientôt 7 ans, puis Premier ministre depuis 7 jours d'un gouvernement que vous n'avez pas choisi, vous étiez minoritaire en 2023, vous serez minoritaire en 2024. Car il n'a jamais été question de changer de cap, mais de servir la bourgeoisie. Votre arrogance de classe, monsieur le Premier ministre, vous la devez à une géographie exiguë. École alsacienne, Sciences Po, cabinet ministériel. Mais vos ministres sont hués jusque dans le 6e arrondissement de Paris.
Les instances internationales s'inquiètent des libertés publiques dans notre pays. La France est condamnée pour inaction climatique. Des personnes sans abri meurent gelées dans la 7e puissance mondiale. Le président multiplie les gesticulations quand il ne sabote pas les initiatives qu'il a lui-même inaugurées de la Convention citoyenne aux rencontres de Saint-Denis. Le voilà qui veut renouer le débat avec les Français, qu'il commence par augmenter les salaires, baisser les prix de l'énergie, réquisitionner les logements vides. Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré entrer en politique pour soutenir Ségolène Royal. Vous finissez par recycler les ministres de Nicolas Sarkozy. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Vous êtes Premier ministre, mais le monarque républicain gouverne seul. Ce soir, il présentera la politique générale du gouvernement à votre place. Ceci n'est pas un remaniement, c'est un effondrement. Au prix de toutes les compromissions, vous avez adopté une loi immigration avec les voix et les idées de l'extrême droite. Vous êtes le produit d'une faillite morale et idéologique. Pour la première fois de l'histoire, des invertébrés politiques sont au pouvoir. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin respecter le Parlement? Souhaitez-vous poursuivre l'œuvre de Madame Borne en faisant de la France la risée démocratique ou comptez-vous demander le vote de confiance comme tous les premiers ministres depuis 3 décennies? Bien, on dirait que Kaba Libi, dans le contexte camerounais, serait l'équivalent de cette députée française assez féroce et pertinent. Bref, on est dans la méthode en sciences politiques des inputs et des outputs. Ça veut dire quoi? Les inputs ou les intrants sont les comportements que l'opposition impulse et qui vont provoquer du système en place d'autres comportements qu'on appelle les outputs. C'est une méthode en sciences politiques qui est efficace. Mais pour moi, mon humble avis, n'est pas aussi efficace que le behaviorisme qui vient de l'anglais behavior, les comportements. Et les comportements politiques pourraient montrer qu'effectivement le président Biya aurait manifesté des signes qui ne se représentera pas. L'un des premiers signes, c'est qu'il n'y a eu jamais de prestation de serment un 6 novembre au Cameroun, sauf en 2019. Et il le dit lui-même, deuxième signe, ce mandat ne sera pas comme les autres. Troisième signe, il finit la prestation de serment, que je vous laisse voir. Il sort, après avoir salué, et il entre dans une vieille décapotée blanche. Même scénario de 82 quand il prenait le pouvoir. Après ça, on va voir des 6 novembre, comme montré plus haut, Franck Biya le représenté, pour saluer quelqu'un qui venait de remplacer son père. Et c'est ça la nuance entre la science politique et la sociologie politique. La sociologie politique est l'étude des phénomènes politiques par la sociologie. Il s'agit vraiment des sciences humaines. Or, la science politique regarde même les signes métaphysiques. Il y a même de la métaphysique politique dans la science politique. Bien. Si l'opposition, sur l'exemple du Sénégal, si l'opposition est bien structurée, si enfin, Kamto et Cabral Libi, qui nous perdent du temps, se fusionnent en une seule personne, comme Sangoku et Vegeta, dans Fusion Dragon Ball Z, alors le peuple camerounais serait peut-être plus intéressé, car la masse critique qu'ils influencent pourra atteindre un certain quota qui pourrait faire obstacle à l'influence et l'implantation assez forte du parti au pouvoir. Mais une opposition ainsi désorganisée semble ne pas satisfaire. On pense donc à une autre solution, la synthèse ou troisième partie du corps du devoir en philosophie, la technique d'Aïdjo. Alors, dans cette troisième partie du corps du devoir, on estime que le président a pensé à placer le Premier ministre comme candidat à sa place, en mémoire et en exemple à son illustre prédécesseur, comme il aime souvent le dire. Curieusement, et c'est l'un des comportements politiques du président Paul Biya, il ne prononce jamais le nom de son prédécesseur. Il dit toujours « mon illustre prédécesseur ». Alors, écoutons l'audio des RFI de transmission du président Aïdjo du pouvoir au président Paul Biya. Camerounaise,
Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. Il mérite la confiance de tous à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Je prie Dieu Tout-Puissant afin qu'il continue à assurer au peuple camerounais la protection et l'aide nécessaire à son développement dans la paix, l'unité et la justice. Vive le Cameroun. Do you solemnly swear before God and man to devote all your efforts to preserving, protecting, and defending the Constitution and the laws of the United Republic of Cameroon, to watch over the common will of the nation, and to uphold and defend the unity, integrity, and independence of the Cameroon fatherland? I do so swear. Bien, je vous présente en image la liste de tous les premiers ministres du Cameroun. Et vous allez vous rendre compte que dans la majorité des cas, quand le Premier ministre a pris le pouvoir, il y a eu une certaine cohérence dans la continuité du paysage politique. Alors ici, on va dire que dans la sphère de la divinité, le Premier ministre représente l'ange, si vous voulez, l'archange Michel, qui est un personnage très charismatique, très fort. Et même en France, quand Chirac remplace Mitterrand, on sent une France qui évolue, une France qui réussit. Il serait donc de bon ton que la technique du président Ahidjo soit suivie, pour 4 raisons. Le bilan de 42 ans. Bon, les gens aiment seulement voir le côté négatif. En réalité, il y a développement. C'est juste que le développement ne suit pas la pression démographique. En 82, on est au produit intérieur de 16 000 milliards et en 2023-2024, on est à près de 40 000 milliards. Donc l'indice de développement a augmenté, mais c'est que le développement n'est pas cohérent de connivence avec la population. Si le président Biya se représente encore après 42 ans, ce serait comme si ces ministres n'ont rien appris. Pourtant, il les a formés, comme Ahidjo l'a formé lui. Et enfin, ce sera une solution pour la crise anglophone. Et alors le Cameroun peut rejoindre le Canada, qui a un premier ministre au lieu d'un chef de l'État, au sens politologique du terme. Donc le Cameroun gagnerait à basculer dans l'exemple canadien, où on laisse la chance à un anglophone, comme le propose M. Elimbi Lobert, pour diriger le pays. Et pourquoi pas un anglophone? Remontons un peu dans l'histoire du Cameroun pour comprendre. M. Ahidjo le sait très bien, il n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Le vrai premier président,
du Cameroun n'est pas idiot. C'est André-Marie Mbida qui est le vrai chef du premier gouvernement camerounais, avant l'indépendance. Ahidjo crée un coup d'État au sein du Parlement et renverse le ressortissant du Sud. C'est pourquoi à chaque fois qu'Ahidjo nomme un premier ministre après les indépendances, il fait l'effort pour que ce soit quelqu'un du Sud. Rien ne l'empêchait de nommer quelqu'un du Grand Nord. Non, quand Ahidjo devient président en 60, du Cameroun francophone en tout cas, le premier ministre est Charles Assalé. Et après Charles Assalé, il met Tchongi. Rien ne lui empêchait de mettre quelqu'un du Nord, comme Issa Hayatou ou bien Amadou Ali. Rien ne l'empêchait. Même en 75, quand il nomme M. Paul Biya Premier ministre, rien ne lui empêche de nommer un nordiste. Mais s'il remet à quelqu'un du Sud, c'est parce qu'il sait que c'est là-bas qu'il a arraché le pouvoir. La science politique, c'est la science du pouvoir au sein de l'État. Voilà pourquoi il est dans une logique de transmission du pouvoir à quelqu'un du Sud. Mais M. Biya est un homme de paix très stratégique, diplômé de la Sorbonne d'ailleurs, et à juste titre, change après le coup d'État où Ayan Luc est Premier ministre pour très peu de temps. Il reprend par un nordiste en 91-92 juste pour faire une transition, mais il change l'axe. Il crée l'axe francophone-anglophone, justement pour la paix dans la zone anglophone. Donc, dans cette même logique-là, je me dis que le président Biya a l'intention, pour un Cameroun de paix, de céder la place au Premier ministre. Et l'actuel Premier ministre, pour moi, semble être le meilleur. À chaque fois qu'il a fait une sortie pour trancher, on a exécuté. Rappelez-vous de l'affaire de la FECAFOOT contre le MINSEP, où il fallait jouer à Yaoundé sur haute instruction, mais la FECAFOOT voulait absolument jouer à Douala et au Nord. La sortie du Premier ministre a été intransigeante. Si c'est la volonté de la CAF et de la FECAFOOT d'aller jouer au Nord, allez jouer au Nord, et on exécute. L'ange Michel est puissant. Et les anges ne s'amusent pas avec lui. D'ailleurs, c'est un archange, un ange d'une catégorie supérieure. Ce n'est pas un ministre ordinaire, c'est le Premier ministre. Et le président Biya, c'est pourquoi il a laissé un anglophone à celui. Donc, ça permet de comprendre que sur le plan géostratégique, ce serait peut-être mieux pour la paix du Cameroun d'utiliser la technique du président Ahidjo. Il va falloir un anglophone de pouvoir, comme le chante Longuet Longuet. Je vous laisse écouter. Francophone, 2 fois président, passer le pouvoir à un anglophone. Bien, dans cette proposition de gouvernement, en conclusion, on va dire que le Cameroun, pour réduire le train de vie de l'État, dans l'après-Biya, pourrait opter pour un gouvernement moins long, et le président Biya actuellement peut même toujours utiliser cette technique-là de réduire le train de vie de l'État en utilisant très peu de ministres et des personnes de ressources surtout. Je pense par exemple au meilleur influenceur intellectuel du Cameroun, M. Claire Biero-Niemek, que j'aurais placé ministre de l'Éducation nationale. Ça fait que la direction de l'enseignement supérieur entre, la direction de la base entre, du secondaire entre aussi. Ça réduit les budgets de fonctionnement. On pourrait penser à Parfa, ici ministre de la Communication, Monsieur professeur Baebek de la santé et de la recherche scientifique. On pense à Sadi intérieur et sécurité, ce qui permet de mettre la police comme une direction de là et l'armée aussi. Bon, même M. Pétiasson peut gérer ce rôle-là. Mais pour moi, le vrai poste de Kamto Kaborou, c'est président du Conseil constitutionnel ou de la Cour suprême. Et Cabral Libi, président de l'Assemblée nationale. Avec cette nouvelle dynamique, cette impulsion, avec Samuel Eto'o, ministre des Sports aussi, si ces personnes-là sont au sein de l'appareil étatique, le Cameroun change automatiquement. C'est-à-dire qu'on peut passer à une monarchie parlementaire, comme en Angleterre, où le roi est là, mais ne gouverne pas. On laisse un premier ministre anglophone, type Canada ou Suisse ou Belgique, gérer, et le roi est là. Donc, à mon humble avis,